Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Les poings serrés sur l'embout de cuivre, armé de ce python géant qui crachait son venin de pétrole sur le monde, il sentait le sang battre à ses tempes, et ses mains devenaient celles d'un prodigieux chef d'orchestre, dirigeant toutes les symphonies en feu majeur pour abattre les guenilles et les ruines carbonisées de l'histoire. Son casque symbolique, numéroté 451 sur sa tête massive, une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui allait se produire, il actionna l'igniteur d'une chiquenaude et la maison décolla dans un feu vorace qui embrasa le ciel du soir de rouge, de jaune et de noir. À ses côtés se tenait, silencieux, son compagnon d'armes, grand et bien constitué, les ombres dansantes léchant sa peau tatouée. Montag aborda le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Son camarade souriait aussi. Montag savait qu'à son retour à la caserne, il lancerait un clin d'œil à son reflet dans la glace, à ce nègre de music-hall passé au bouchon brûlé. Plus tard, au bord du sommeil, dans le noir, il sentirait ce sourire farouche, toujours prisonnier des muscles de son visage. Jamais il ne le quittait ce sourire, jamais, au grand jamais, autant qu'il s'en souvint. Il sortit de la caserne et attendit que son camarade tatoué le rejoigne. Ils enfilèrent la rue aux couleurs de minuit en direction du métro. Sous la pression de l'air comprimé, la rame fila sans bruit le long de son conduit souterrain lubrifié et les déposa dans une grande bouffée d'air chaud sur les carreaux crémeux de l'escalier mécanique qui débouchait sur la banlieue. Toujours sifflotant, il se laissa emporter dans le calme de l'air nocturne. Son collègue lui emboîta le pas sans un bruit. Ils se dirigèrent vers l'angle de la rue, sans penser à rien de particulier. Avant d'atteindre le coin pourtant, il ralentit, comme si un souffle de vent s'était levé de nulle part, comme s'il s'était attendu, appelé par son nom. Les nuits précédentes, alors qu'il regagnait sa maison sous le ciel étoile, il avait éprouvé une sensation des plus bizarres à cet endroit précis, là où le trottoir tournait. Au moment d'obliquer, il avait eu l'impression d'une présence. L'air débordait d'un calme étrange, comme si quelqu'un avait attendu là, tranquillement, et, un instant avant son arrivée, s'était changé en ombre pour le laisser passer. Inutile de chercher à comprendre. Chaque fois qu'il tournait cet angle, il ne voyait que la courbure blanche et déserte du trottoir. À l'exception d'une nuit, peut-être, où quelque chose avait fugitivement traversé une pelouse et s'était évanoui. Mais ce soir-là, il ralentit, jusqu'à pratiquement s'arrêter. Son mental, se projetant pour lui par-delà l'angle, avait perçu un souffle à peine audible. Un bruit de respiration? Ou l'air était-il comprimé par la seule présence de quelqu'un qui se tenait là, dans le plus profond silence, aux aguets? Il tourna l'angle. Les feuilles d'automne voletaient au ras du trottoir, baignées de lune, donnant l'impression que la jeune fille qui s'y déplaçait, comme fixée sur un tapis roulant, se laissait emporter par le mouvement du vent et des feuilles. Son expression suggérait une vague surprise. Ses yeux sombres se fixaient sur le monde avec une telle intensité que nul mouvement ne leur échappait. Sa robe blanche froufoutait. Il crut presque entendre le balancement de ses mains tandis qu'elle avançait, puis ce son infime, l'éclair blanc de son visage qui se tournait au moment où elle découvrit, planté au milieu du trottoir, tout près, deux hommes qui attendaient. Au-dessus d'eux, les arbres laissèrent bruyamment tomber leur pluie sèche. La jeune fille s'arrêta, au bord, semblait-il, d'un mouvement de recul dû à sa surprise. Mais il n'en fut rien. Immobile, elle fixait sur Montag des yeux si noirs, si brillants, si pleins de vie, qu'il eut l'impression d'avoir dit quelque chose d'extraordinaire. Mais il savait que ses lèvres n'avaient bougé que pour lancer un vague salut. Et lorsqu'il la vit comme hypnotisée par la salamandre sur son bras et le cercle phénix sur sa poitrine, il reprit la parole. « Objet numéro, dit-il. SCP-1893. » Elle détacha ses yeux des insignes professionnels. Je crois. Sa voix s'éteignit. Vous avez dit ça d'une drôle de voix.
Je l'aurais deviné les yeux fermés, dit-elle posément. Ah, l'odeur de pétrole? Ma femme s'en plaint tout le temps, dit-il en riant. Classe. Euclide. Fit-elle intimidée. Il avait l'impression qu'elle tournait autour de lui, l'examinant sur toutes les coutures, le secouait calmement, vidait ses poches sans qu'elle eût à effectuer le moindre mouvement. Le pétrole, dit-il pour rompre le silence qui se prolongeait, ce n'est qu'un parfum pour moi. Vraiment? Absolument. Procédure de confinement spéciale. Elle s'accorda un instant de réflexion. Toutes les histoires contenant ou référençant SCP-1893 doivent être contenues dans l'unité centrale du site 38, jusqu'à ce que les chercheurs de la Fondation découvrent une méthode pour les transférer sans risque de contaminer d'autres systèmes informatiques. Elle regarda le trottoir dans la direction de leur maison. « Ça ne vous dérange pas si je m'en retourne avec vous? Je m'appelle Clarisse McClellan. »« Clarisse? Guy Montag. Allons-y. » De nombreuses histoires redondantes doivent être conservées sur l'unité centrale en permanence. Si SCP-1893 commence à montrer un comportement agressif ou autrement anormal, de nouvelles histoires supplémentaires, écrites dans le style utilisé par SCP-1893, doivent être téléchargées sur ordinateur. Des copies matérielles de chaque histoire, avant sa contamination par SCP-1893, sont conservées dans le bureau du directeur, dans un coffre fermé à triple tour. Aucune autre copie doit être conservée en aucun autre lieu sous aucune forme afin d'éviter de possibles contaminations. Ils avançaient sur le trottoir argenté, dans la nuit où soufflait à la fois le chaud et le frais. Un soupçon d'abricots et de fraises fraîchement cueillis flottait dans l'air. Il regarda autour de lui et se rendit compte que c'était absolument impossible à une époque aussi avancée de l'année. Son compagnon maintenait entre eux une certaine distance, choisissant de ne pas se mêler à leur conversation. Seul son ombre allongée, se glissant entre les lampadaires, signalait au duo sa présence. Il n'y avait plus maintenant que la jeune fille marchant à ses côtés, le visage brillant comme la neige dans le clair de lune, et il savait qu'elle réfléchissait à ses questions, cherchant les meilleures réponses à lui donner. Autant que possible, dit-elle, les discussions sur SCP-1893 sont restreintes à des formes non électroniques, et les références au numéro d'objet SCP-1893 doivent être interdites sur les serveurs ou ordinateurs de la Fondation, autre que celui mentionné ci-dessus. Ils firent quelques pas en silence, et elle déclara enfin, pensive, « Vous savez, je n'ai pas du tout peur de vous. » La phrase le surprit. « Pourquoi auriez-vous peur ? » Tant de gens ont peur. Peur des pompiers, je veux dire. Mais vous n'êtes qu'un homme, après tout. Vous permettez que je vous pose une question ? Dit alors Clarisse McClellan. Quelle est sa description ? SCP-1893 est un phénomène totalement incompris, supposé être de nature électronique ou numérique. Le phénomène a démontré au moins une forme primitive d'intelligence, en s'adaptant aux nouveaux environnements et en évitant les plus inhospitaliers, ainsi qu'une habilité rudimentaire à communiquer avec les chercheurs de la Fondation, bien qu'indirectement. Il est inconnu si l'entité est sapiens ou même consciente. Et vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez ? Il éclata de rire. C'est contre la loi. Ah oui, c'est vrai. C'est un chouette boulot. Le lundi, brûle Millet, le mercredi, Whiteman, le vendredi, Faulkner, réduis-les en cendres et puis brûle les cendres. C'est notre slogan officiel. Ils firent quelques pas, et la jeune fille demanda. C'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu, au lieu de l'allumer ? Non. Les caractéristiques principales de SCP-1893 est sa qualité mimétique. Il est impossible de percevoir, interagir avec ou discuter avec l'entité autrement que via des narrations fictives. Spécifiquement, tout message électronique concernant SCP-1893 sera altéré par l'entité, avec une prose de longueur, ton et contenu variable. Toutefois, les messages altérés par SCP-1893 conserveront toujours certaines qualités constantes. Bizarre. J'ai entendu dire qu'autrefois il était courant que les maisons prennent feu par accident.
et qu'on avait besoin de pompiers pour éteindre les feux. Il s'esclaffa. Elle jeta un bref coup d'œil. « Pourquoi riez-vous » ? « Je ne sais pas. » Il se mit à rire et s'arrêta. « Pourquoi cette question ?»« Vous riez quand je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de suite. Vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée. » Il s'arrêta de marcher. « Vous alors, vous êtes un sacré numéro, » dit-il en la dévisageant. « Vous ne savez donc pas ce que c'est que le respect ? Je ne cherche pas à vous insulter. C'est simplement que j'aime un peu trop observer les gens, je crois. » « Et ça ne vous dit rien ?» Il tapota le 451, cousu sur sa manche de couleur charbon. « Si, » murmura-t-elle. Elle pressa le pas. « Avez-vous déjà regardé les jet-cars foncer sur les boulevards par là-bas ? Vous changez de sujet. Il m'arrive de penser que les conducteurs ne savent pas ce que c'est que l'herbe, les fleurs, parce qu'ils n'osent jamais leurs yeux s'attarder dessus. Prenez un conducteur et montrez-lui le flot qui l'entoure. Si c'est vert, il dira « Tiens, voilà de l'herbe. » Si c'est rose, voilà un jardin de roses. Les taches blanches, ce sont des maisons. Et les marrons des vaches. Un jour, mon oncle s'est avisé de conduire lentement sur une autoroute. Il roulait à 70 à l'heure. Il a eu le droit à 2 jours de prison. C'est drôle, non ? Et triste aussi, vous ne trouvez pas ? Vous pensez trop, dit Montag, mal à l'aise. Je regarde rarement les murs écrans, et je ne vais guère aux courses ou dans les parcs d'attractions, alors j'ai beaucoup le temps à consacrer aux idées biscornues, je crois. Vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville ? Saviez-vous qu'avant, ils ne faisaient que 6 mètres de long ? Mais avec la vitesse croissante des voitures, il a fallu étirer les publicités pour qu'elles puissent garder son effet. J'ignorais ça, s'exclama Montag avec un rire sec. Je parie que je sais autre chose que vous ignorez. Premièrement, le contenu du message original sera gardé intact, conservant tout dialogue entre les personnages de l'histoire. Deuxièmement, les histoires contiendront de 2 à 3 personnages. Si le dialogue entre eux restera constant, la personnalité et le ton des personnages et leur environnement sont supposés souvent refléter l'humeur de SCP-1893 au moment de l'action. Troisièmement, les composants du fond de l'histoire peuvent changer en fonction de ce que SCP-1893 peut ou non déterminer de l'identité du lecteur, bien que les chercheurs n'ont pas été capables de déterminer un modèle dans les modifications à ce jour. Finalement, toutes les instances des histoires altérées par SCP-1893 contiendront un personnage inconnu, décrit comme exceptionnellement grand et bien constitué, souvent décrit avec des tatouages, des cornes de taureau sur ou près du visage. Le niveau d'interaction de ce personnage avec les autres reflète souvent le niveau d'agression de SCP-1893 à ce moment. Lorsque l'entité est calme, le personnage sera rarement invoqué ou évoqué. Lorsque SCP-1893 se sent en danger ou se prépare à attaquer, le personnage remplira un rôle de plus en plus important, voire central dans l'histoire. Voilà qu'il ne se rappelait plus de ce qu'il savait ou non. Et il éprouva une vive irritation. Et si vous regardez bien, elle leva la tête vers le ciel, on distingue le visage d'un bonhomme dans la lune. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas regardé de ce côté-là. Le reste du trajet se passa en silence. Silence pensif pour elle, silence crispé et gêné pour lui, du fond duquel il lui lançait des regards accusateurs. Ils atteignirent la maison de Clarisse. Toutes les fenêtres étaient allumées. « Qu'est-ce qui se passe ?» Montag n'avait jamais vu une telle débauche d'éclairage dans une maison. « Oh, simplement mon père, ma mère et mon oncle qui sont là en train de bavarder. C'est comme se promener à pied, sauf que c'est plus rare. Mon oncle a été arrêté une autre fois, je ne vous ai pas raconté ? Parce qu'il allait à pied. Oh, nous sommes des gens très bizarres. » « Mais de quoi parlez-vous donc ?» Elle répondit par un éclat de rire. « Bonsoir !» Elle s'engagea dans l'allée. Puis, elle parut se souvenir de quelque chose, revint sur ses pas et posa sur lui un regard plein d'étonnement et de curiosité. « Avez-vous 1893A » fit-elle. Bien qu'aucun effort entrepris à ce jour n'ait réussi à totalement confirmer SCP-1893, toutes les preuves suggèrent que la décision de la Fondation de classer cette entité comme telle lui a fait adopter ce nom et réagir spécifiquement à toute mention de ce numéro d'objet dans les médias électroniques.
Considérant que ceci est vrai, un plan théorique a été élaboré dans l'éventualité où l'élimination de SCP-1893 se révélerait nécessaire. Selon ce plan, le personnel de la Fondation s'écria-t-il. Mais elle était déjà partie, courant dans le clair de lune. La porte d'entrée se referma doucement.